À la une de l'actualité, cette air saturé de particules fines, la Martinique est sous un voile de brume de sable depuis plusieurs jours. Le seuil de tolérance a été largement dépassé, de quoi accommoder ceux qui ont les poumons et les narines sensibles. Accommoder ces restes, empêcher qu'on jette ce que l'on n'a pas pu manger au restaurant quand le plat est trop copieux, voilà les réflexes de l'anti-gaspillage, des réflexes à adopter dans une Martinique qui jette beaucoup trop. Journée d'audience pour l'hôtel Marouba. Pour la troisième fois, le tribunal mixte de commerce a étudié le dossier de l'établissement carbétien. Un suspense de plus puisque la décision a été remise au 12 mai prochain. 50 emplois sont menacés. Et l'hôtellerie, c'est justement le nouveau cheval de bataille du comité martiniquais du tourisme. Les hôteliers souffrent de plus en plus de la concurrence des petites locations saisonnières, par exemple. C'est ce qui ressort du bilan du CMT. On en parlera justement avec notre invitée, Karine Roy-Camille, présidente du comité martiniquais du tourisme. Bonsoir à tous. Très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec cette note 10 sur 10. Ne vous fiez pas à votre intuition. Elle est en réalité très mauvaise dans le langage de Madine Iner. Et c'est justement celle que nous avons en ce moment. La qualité de notre air est vraiment très basse. En cause, un nuage de sable poussé par les vents. Résultat, le seuil réglementaire d'alerte pour les particules en suspension a été dépassé. Une nouvelle plutôt inquiétante, surtout pour les personnes fragiles. Le reportage de Céline Chalonneau. Pour Steve et sa femme, le choix de courir aujourd'hui sur ce site n'est pas dû au hasard. En tant que sportif, on essaie quand même malgré tout de trouver des endroits appropriés, notamment au Mont de Cabri, puisqu'il y a un couvert végétal, ça permet effectivement d'avoir une meilleure qualité d'air. Mais j'avouerai quand même qu'avec la chaleur, c'est beaucoup plus difficile. Et en effet, verdure ou pas, avec un indice de pollution de l'air maximal, c'est toute la population qui devient vulnérable. Règle numéro 1, éviter les activités physiques intenses, y compris dans les cours de récréation. Surtout à signaler que les enfants en milieu scolaire qui font des exercices physiques et des activités sportives en plein air, qui doivent être aussi concernés, parce que la qualité de l'air peut influer sur la fonction respiratoire. Et même quand on n'a pas de maladie respiratoire, même quand ces enfants ne souffrent pas d'asthme, donc il est important de les protéger parce que la qualité de l'air elle est mauvaise. Donc l'indice il est au maximum, donc je crois 10. Donc il faut absolument les protéger. Lundi, Madine Iner a déclenché l'alerte rouge. La qualité de l'air est passée de médiocre à très mauvaise. Aujourd'hui, l'indice est de 10 sur 10. Le résultat de deux facteurs croisés. C'est une brume de sable, donc des particules qui sont désertiques, qui viennent du Sahara, qui ont traversé l'océan Atlantique grâce à des conditions météorologiques favorables et donc qui sont au-dessus de nos territoires et même de la Guadeloupe et de la Guyane, jusqu'en Guyane. La deuxième chose, c'est qu'à cela se rajoute la pollution d'origine humaine, donc trafic automobile, industrie. Donc en milieu urbain, il y a aussi une aggravation de cette pollution liée aux activités humaines. Difficile donc d'agir sur les vents sahariens. En revanche, les automobilistes ont un rôle à jouer. Si renoncer à votre véhicule est au-dessus de vos forces, un petit geste au volant pourrait s'avérer efficace. Ce qu'on peut demander dans un effort citoyen, c'est de rouler à des vitesses réduites pour éviter l'émission de particules polluantes au niveau de l'atmosphère. Le niveau d'alerte à la pollution devrait se maintenir encore jusqu'à ce week-end, selon Madine Iner. En bref, l'octroi de mer était au programme du ministère des Outre-mer aujourd'hui. Avant que le projet de loi ne soit débattu à l'Assemblée, Georges Paul-Langevin a rassemblé les élus et experts des Antilles-Guyane pour trouver un accord qui satisfasse tous les territoires. Il a finalement été convenu d'inscrire à la loi la création d'une commission de suivi antillo-guyanaise. Sera ajoutée également une liste de 7 produits martiniquais ou guadeloupéens qui seront assujettis à l'octroi de mer pour entrer en Guyane. Une mesure qui vise non seulement à protéger la production guyanaise, mais aussi à conserver les exportations privilégiées des 2 autres DFA dans ce département. Le chiffre du jour maintenant, 90, c'est le nombre de kilos de déchets alimentaires et végétaux que jette un Martiniquais chaque année. Un chiffre révélé par une étude établie en 2012 qui montre à quel point nous gaspillons la nourriture. Pour lutter contre ce gâchis, une convention a été signée entre Cap-Nord et l'État ce matin lors de la 7e réunion du comité régional de l'alimentation. Mais en dehors des politiques, le gaspillage, c'est l'affaire de tous. Voyons comment faire plus attention avec ce reportage signé Hélène Renaud et Guillaume Bacoul. Ici, pas de gâchis. Les proportions des repas sont minutieusement calculées par la responsable du restaurant. Pour 80 couverts par jour, c'est environ 40 kg de viande et 20 kg d'accompagnement. Les lundis, il y a plus de personnes, elle va en faire plus.
le mercredi, il y en a moins, elle va en faire moins. Et après, quand il reste à manger, nous, on partage. Quand on peut emmener pour nous, on emmène pour nous. Et puis quand il y a des restes qu'on ne peut pas manger, on donne aux animaux. Voilà. Vous l'avez compris, tout doit disparaître. Le principe est le même pour certains clients qui terminent leur assiette jusqu'au dernier grain de riz, comme Philippe. Ce qui est dans l'assiette, c'est mangé. Donc je régule et je n'hésite pas à signaler à la serveuse de mettre un peu plus quand j'ai faim ou bien de ne pas trop charger pour éviter le gaspillage. Si nos yeux sont plus gros que notre ventre, il y a la barquette de restes à emporter, le fameux doggy bag. Mais difficile de faire changer les mentalités. Vous allez faire quoi de ces restes? De ces restes, je vais les mettre, je vais donner à la cuisine, ils feront ce qu'ils voudront avec. Vous les ramenez pas? Non. On n'ose pas. C'est peut-être qu'on se dit que ça fait bizarre de demander au restaurant de remporter les choses, et même rien que l'appellation doggy bag dans sa traduction absolue, c'est un peu péjoratif. Pourtant, dans ce restaurant, de plus en plus de clients franchissent le pas. Le repas il est payé, au lieu de le jeter à la poubelle, on peut prendre le reste pour manger à la maison. Une fois sa barquette emportée, comment faire pour offrir une seconde vie à notre plat? Bienvenue chez le Cordon Bleu Tati Maryse. On va en faire une recette intéressante. Ou comment un poulet rôti et de l'igname bouilli se transforme comme par magie en steak persillé et nuggets d'igname au curcuma. Les plats recyclés, un phénomène de plus en plus courant. En tant que blogueuse, je me rends compte que de plus en plus, il y a la tendance d'éviter le gaspillage, surtout que, comme le pouvoir d'achat n'augmente pas, il faut trouver des moyens d'économiser. La meilleure solution, c'est de tout mixer. On mixe et on recompose, on reconstitue. Donc on peut le mettre en parmentier. En tout cas, il ne faut surtout pas jeter. Au mieux, on congèle en attendant d'en avoir plus en quantité, mais alors sinon, on le prépare, on le détaille et on se régale. Selon une étude de 2012, un Martiniquais jette 90 kg de déchets alimentaires et végétaux par an. Avec ces nouveaux plats, espérons que maintenant, ce soit la poubelle qui ait faim. Voilà, donc bon appétit si vous passez à table. Parlons maintenant dans le chapitre judiciaire et également touristique. Troisième acte pour l'hôtel Marouba. Cet après-midi, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a encore planché sur le cas de la structure carbétienne. Une nouvelle étude, mais toujours pas de décision. Le délibéré est attendu pour le 12 mai, un verdict qui aura un impact important. Une cinquantaine d'emplois sont concernés et à plus large échelle, c'est toute l'activité touristique de la côte Caraïbe qui promet de pâtir d'une éventuelle liquidation. Loïc Régis. L'hôtel Marouba est encore en sursis. L'audience de cet après-midi n'a pas permis d'être fixée sur le sort de la structure. Le gérant comme les représentants du personnel sont tendus, mais l'espoir demeure. Il semble que de nouveaux documents seront présentés aux magistrats d'ici le 12 mai, date du délibéré. Placé en redressement judiciaire depuis le 14 octobre 2014, le Marouba traverse d'énormes difficultés. Aujourd'hui, 51 emplois sont menacés. Le maire de la commune est venu apporter son soutien aux salariés. Il est bientôt temps pour faire la déclaration, la procédure continue, l'hôtel est toujours en redressement judiciaire, donc nous continuons et nous espérons que la situation se règle définitivement par la continuité. Ce sont des administrés carbétiens, mais aussi des administrés du Nord Caraïbe, et donc ce sont des familles qui sont véritablement en début de détresse, donc c'est très important pour moi d'être là. Le Marouba est l'un des seuls hôtels de la côte Nord Caraïbe. Sa fermeture aurait un impact économique négatif, selon Yann Monplaisir. Sur cette zone-là, on manque d'atouts quelquefois de dynamique de développement. Mais les Martiniquais doivent tous se mobiliser parce qu'un hôtel qui ferme, c'est un hôtel qui meurt. C'est une catastrophe à laquelle il faut mettre fin. Et c'est la mobilisation des Martiniquais qui permettra de mettre fin à ça. Que l'on arrête de nous dire qu'on va faire, mais que l'on commence un peu à agir. Aucune cessation d'activité n'a été prononcée. L'hôtel reste ouvert, au moins pour quelques jours. Le gérant du Marouba, les représentants des salariés ainsi que l'avocat de l'établissement n'ont pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. Et hasard de calendrier, le comité martiniquais du tourisme dressait aujourd'hui le bilan de la saison. Un bilan mitigé où ce sont les croisières qui remportent les meilleures notes avec 40% de croisiéristes en plus entre novembre et mars dernier par rapport à la saison précédente. Du côté des liaisons aériennes, on note une baisse de 10% des vols entre Paris et Fort-de-France sur la haute saison. De mauvais chiffres qui ont un impact direct sur l'hébergement touristique. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Loïc Régis.
80% de notre clientèle, c'est une clientèle franco-française. Donc automatiquement, ils viennent automatiquement par avion. Et donc s'il y a moins d'avions, donc automatiquement, il y aura moins de clients chez nous. C'est un premier trimestre très morose avec un recul de 8% sur le taux d'occupation et près de 9% de chiffre d'affaires en moins. Ce qui veut dire que c'est très difficile pour nous. Pour la saison 2015, les choses s'annoncent un peu moins bonnes. C'est-à-dire ? Par exemple, sur la haute saison 2015, principalement les mois de janvier et de février, nous avons une baisse de fréquentation par rapport à 2014 qui tourne autour de 18-19%. Et sur le terrain, les difficultés de l'hôtellerie se confirment. Aux Trois-Îlets, par exemple, où les touristes ont afflué vers la pointe du bout, les hôtels n'ont pas affiché complet. Guillaume Bacoul et Hélène Renaud ont tenté d'y voir plus clair. Reportage. Merci. Pour ces vacanciers qui jouent les prolongations, aujourd'hui au programme c'est jet ski. À l'heure du bilan de la saison 2015, pour les excursionnistes de la Pointe du Bout, le bilan est plutôt positif. Bien que dans l'ensemble du département, le secteur est en baisse de 10,8% par rapport à l'année dernière, ici, on a pu profiter de l'apport des croisiéristes. C'est beaucoup mieux. Cette année, ça a été une belle année, bientôt par rapport aux moyens de transport qu'ils ont mis à la disposition des touristes. Voilà, des croisiéristes et d'autres touristes qui sont de passage chez nous. Les gens aiment bien tout ce qui est sport d'eau et les AliJet, ils aiment bien. Même constat chez ce marchand de primeurs, bananes et avocats sont partis comme des petits pains. Pour moi, ça a été, quand même, par rapport à l'année dernière, ça a été très mieux cette année. Ça n'a rien à voir avec l'année dernière, par exemple. L'année dernière, ouais. À cette heure-ci, l'année dernière, je faisais à peine 100-150 €. Tandis que cette année, c'est pas mal, cette année. Tandis que la croisière s'amuse, l'hôtellerie jaune. Taux d'occupation, nombre de chambres louées et chiffre d'affaires sont tous en baisse. Pour le CMT, c'est l'offre qui doit s'améliorer. Mais selon Yann Monplaisir, c'est plutôt un problème de prise de conscience politique. Il y a des décisions à prendre, mais quand nous disons cela, on nous dit tout va bien, la croisière va bien, et donc tout va bien, mais la croisière, si vous voulez, c'est 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Là, les marinas, c'est déjà 8 millions, et les hôtels et l'hébergement, c'est 230 millions. On est passé en quelques années de 5 000 à 3 000 chambres d'hôtel. C'est une catastrophe économique, c'est une catastrophe en matière d'emploi, et c'est une catastrophe annoncée, et qui continuera, encore une fois, si on ne prend pas les dispositions et les mesures qui s'imposent, vu et eu égard à la gravité de la situation. Maintenant que la croisière est déjà sur les rails, il faut préserver les fleurons de l'hôtellerie martiniquaise. Et il y a urgence. De l'ex-Calanda au Diamond Rock jusqu'au Marouba, en péril ou déjà fermé, notre grande hôtellerie est d'ores et déjà en sursis. Et le bilan de la saison touristique, on en parle avec notre invitée. Bonsoir Karine Roy-Camille. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente du comité martiniquais du tourisme. Alors, il y a des touristes, c'est sûr. Ils ne vont pas dans les hôtels, ils ne louent pas de véhicules dans les enseignes habituelles. En Guadeloupe, on a vu il y a quelques semaines que les hôteliers ont véritablement déclaré la guerre aux locations non déclarées, qu'il s'agisse de voitures ou d'hébergement. En Martinique, qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, déjà, je souhaiterais revenir très rapidement sur le fait qu'il y ait une baisse sur cette haute saison, qui est d'une part effectivement due à la baisse de l'offre aérienne, en particulier de la compagnie Air France, mais pas uniquement. Il faut rappeler que l'impact de l'épidémie du chikungunya se ressent une saison après, donc nous sommes directement impactés par cela. Il y a également l'arrivée des sargasses, il y a également un certain nombre de grèves que la Martinique a connues l'an dernier. Donc nous étions sur une dynamique très très positive. Rappelez-vous la saison passée de l'an dernier qui était extrêmement positive, avec une progression que nous n'avons pas vue depuis 2007. Et les résultats que nous connaissons aujourd'hui peuvent s'expliquer. Alors concernant effectivement le fait qu'il y a un grand nombre de bas de maison, comme on dit chez nous, de garages qui soient loués, effectivement, ça c'est un problème qui est très conséquent et ces personnes-là souvent affichent un taux de remplissage relativement élevé. Donc c'est un travail que nous devons faire communément avec les villes et les communes de Martinique pour que ce recensement soit établi, pour que ces personnes, qu'elles ne disparaissent pas forcément, mais qu'elles rentrent dans une démarche de qualification et de labellisation et qu'elles s'acquittent également de leurs redevances auprès de leur commune. Donc toutes les taxes. Est-ce qu'on en est à remettre le modèle hôtelier martiniquais en cause? Est-ce qu'on est à se dire, parce que
peut-être que si ces gens affichent un taux de remplissage important par rapport aux hôteliers, c'est que finalement, ils ont quelque chose à proposer qui est peut-être mieux. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a également une mutation des attentes et des demandes de la clientèle touristique qui, aujourd'hui, souhaite avoir un peu plus d'autonomie et d'indépendance durant son séjour. Et c'est la raison pour laquelle elle apprécie particulièrement, et en Martinique, très précisément, où on se retrouve en toute sécurité, en toute liberté pour son séjour, se retrouver dans des villas, dans des gîtes. Mais il y a une clientèle qui a besoin de l'hôtellerie et il faut rappeler que c'est l'hôtellerie qui embauche le plus de salariés. Donc effectivement, nous avons besoin de cette hôtellerie. Est-elle arrivée à une fin de cycle, à bout de souffle? Pour certains établissements, oui, et c'est bien la raison pour laquelle nous avons mis en place le schéma directeur de l'hôtellerie et de la para-hôtellerie pour accompagner ces hôteliers. Nous avons toujours été à leur côté. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'un bon nombre d'hôteliers ont espéré, ont attendu qu'il y ait un effacement total de leurs dettes fiscales et sociales. Ça n'a jamais été possible. Toutes ces dernières années, ça leur a été très clairement expliqué. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde en convient. Donc, il fallait trouver la solution. La solution, puisque M. Monplaisir, j'ai bien écouté ses propos, il faut arrêter de parler, il faut agir. Eh bien, la réponse, c'est le schéma directeur que nous proposons aujourd'hui pour notamment aider les hôteliers à refinancer leurs dettes sociales et fiscales et qu'ils pourront enfin prétendre à toucher, à bénéficier des aides, notamment celles de la région et de l'Europe également, pour rénover leurs hôtels. Mais nous n'allons pas nous arrêter à cela. Il nous faut d'autres établissements hôteliers. On parlait du Nord, effectivement. Il n'y a pas assez d'hôtels dans le Nord. Pour être une vraie destination touristique, la Martinique devrait pouvoir compter sur un nombre de chambres beaucoup plus conséquent qu'aujourd'hui, mais effectivement avec des standards qui correspondent aux attentes d'aujourd'hui. Monsieur Monplaisir disait qu'on en a perdu 2000 en quelques années, finalement. En plus d'une dizaine d'années, absolument. Il faut quand même retenir que le nombre de touristes de séjour est stable. Ça signifie qu'il y a une déperdition de la fréquentation hôtelière au profit d'autres modes d'hébergement. C'est ce qu'on a vu à l'instant. Absolument. Qu'est-ce qui sera fait du coup pour vraiment rénover? On sent de toute façon que nos hôtels sont quand même un peu fatigués. Alors le schéma dont je vous parle, je vais être auditée par la commission de promotion du tourisme qui est présidée par Laurent Fabius le 6 mai à Paris, parce que nous souhaitons que ce schéma soit véritablement un projet pilote expérimental pour la Martinique et avec de bons résultats, nous l'espérons, qui pourra servir d'exemple à d'autres destinations. C'est un projet très, très important et qui aujourd'hui a le consensus de toutes les parties. Et ça, c'est extrêmement important. Pour mettre en place un sujet aussi important que celui-là, il fallait qu'il y ait l'adhésion de tous les participants. Donc, c'est ensemble que nous portons ce schéma. Et je pense que M. Monplaisir, qui a applaudi le jour où je l'ai présenté en plénière il y a 2 semaines de cela, sera également à nos côtés. Alors, rapidement, 10% de vols en moins entre Paris et la Martinique. On l'a abordé tout à l'heure. Quand on sait que nos touristes viennent essentiellement de l'Hexagone, il le disait dans ce reportage. Pourquoi cette réduction et comment on lutte contre? Alors, je rappellerai que cette réduction, elle tient essentiellement à la compagnie Air France. Ça n'a pas été le cas des compagnies Air Carré, voire Corsair, même qui a amplifié ses vols. Ça a été XL n'a pas réduit pendant la haute saison, XL a réduit en basse saison. Concernant Air France, il ne faut pas oublier qu'ils ont traversé une grève qui leur a été extrêmement coûteuse et onéreuse au mois de septembre. Donc, ils ont pris des mesures, mais qui, pour moi, en tout cas, s'apparentaient à un désengagement de la destination et ce que nous leur avons manifesté. Un mot sur la croisière qui repart à la hausse, plus 40%, on l'a dit tout à l'heure. Concrètement, je vous repose la question à chaque fois que vous venez ici, c'est bien, la croisière fonctionne, mais qu'est-ce que ça rapporte à la Martinique? Quelles sont les retombées économiques? Voilà le chiffre qu'a annoncé M. Monplaisir d'1 million d'euros. Ce chiffre, il est totalement incomplet aujourd'hui. Donc la FCCA, qui est la Florida Caribbean Cruise Association, qui représente en son sein une association qui représente toutes les compagnies de croisière, mène actuellement une étude d'impact financier dans toutes les îles de la Caraïbe. Et la Martinique a souhaité que cette étude soit également établie sur notre territoire pour savoir véritablement quels sont les investissements dont bénéficie tout ce pan d'activité de la croisière. Écoutez, l'étude est prévue de s'achever vers septembre, mais la FCCA nous a annoncé qu'ils viendront à la Martinique fin mai pour nous faire un bilan de cette préétude. Et je rappellerai, quoi qu'il en soit, on parle directement de l'activité croisière, mais la tête de ligne notamment va nous permettre de faire venir davantage de compagnies aériennes. Et je vous annonce qu'à partir de novembre, nous aurons 4 vols grâce à la croisière notamment, avec un vol qui viendra du Brésil avec la compagnie GOL. Donc là, c'est encore une nouveauté. Donc d'où la complémentarité, je n'ai de cesse de le dire, entre la
croisière et le tourisme de séjour. Une ultime question qui s'adresse à la femme politique que vous êtes, à l'élue Karine Roy-Camille, à l'approche de la collectivité unique. Vous serez en campagne ? Mais écoutez, bien sûr, je serai en campagne aux côtés de mon président, absolument. Merci beaucoup, Karine Roy-Camille, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira en Guadeloupe où les sargasses ont envahi la plage de la Darse à Pointe-à-Pitre, aux grandes dames de la population évidemment et des touristes, on le verra. Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite à la rencontre d'un artiste pour qui le verre n'a aucun secret, Robert Manscourt, ce sera dans le JT des communes. Mais avant, nous parlions du tourisme à l'instant. Eh bien, s'il est un frein au tourisme en Martinique comme en Guadeloupe, on l'a vu, ce sont bien les sargasses sur les plages de l'île Sœur. Les algues se sont à nouveau massées avec leur odeur désagréable caractéristique. Mais cette fois, elles ont choisi un littoral bien exposé, celui de Pointe-à-Pitre. À la Darse, le phénomène dérange les professionnels de la mer comme les riverains et il promet de donner du fil à retordre aux autorités. Linda Kayarsi. La rivière salée qui sépare la Basse-Terre de la Grande-Terre, envahie par les sargasses, tout comme ici à la Darse de Pointe-à-Pitre, un phénomène naturel impressionnant et rare que de nombreux badauds immortalisent avec leur appareil photo. Je suis de passage, je suis habitante de Saint-Barth et qu'on m'a dit qu'en ce moment il y avait énormément de sargasses sur la Darse. Donc je suis venue par curiosité prendre des photos et vraiment ça sent mauvais, mais alors c'est affreux, hein? Jamais vu une chose pareille. Et les badauds ne sont pas les seuls à être interpellés par un tel spectacle de la nature, les marchands de la place aussi. C'est la première fois on voit ça, parce que moi-même, on a arrêté l'Oricis, je crois arrêté la Tougaba, par exemple, pas ni la Tougaba, ça a senti. Les pêcheurs vont aussi devoir composer avec cet énorme banc de sargasses, poussé par les vents du sud. Ça fait pratiquement 15 ans que je suis là, c'est plus de 15 ans, c'est la première fois que je vois ça. Il n'y a jamais autant, il y a un petit peu, mais il n'y a pas comme ça. Là, c'est la cata. Là, on peut jouer au basket, là. Les sargasses, cauchemar des pêcheurs comme ici au Gosier, où il faut savoir manœuvrer pour se frayer un chemin jusqu'au large. Depuis plusieurs jours, tout le littoral guadeloupéen est envahi par les algues brunes, une invasion massive que certains prennent avec philosophie. Non, les algues sont en toile de fond, les algues sont partout en Guadeloupe. L'avantage qu'on a, on n'est plus en saison touristique, et nous, les Guadas, nous sommes habitués avec les algues. C'est-à-dire on peut plonger en dessous, aller pêcher nos poissons. Voilà, c'est tranquille. C'est emmerdant, mais peut-on faire contre la nature? En cas de Semouna, l'État est belle, même si ni ça, ni contrariété dans tout dans la vie, même si tu vas au travail, il y a une contrariété, tu vois, voilà. En attendant ce retour soudain des sargasses sur les côtes guadeloupéennes inquiète les services de l'État. Dans les prochaines semaines, le préfet devrait réunir l'ensemble des acteurs des collectivités pour trouver des solutions au problème des algues brunes. Quand l'outre-mer inspire l'Hexagone, hier, le président de la République, François Hollande, a annoncé la création de 3 centres de services militaires volontaires dans l'Hexagone. 2 d'entre eux ouvriront à la rentrée prochaine, un dans l'Essonne, l'autre en Moselle. Un 3e verra le jour dans le sud de la France en janvier 2016. Comme nos régiments du service militaire adapté, ils accueilleront des jeunes de 18 à 25 ans qui suivront donc des formations professionnelles dans un milieu militaire. En 2014, notez que près de 6000 jeunes ultramarins étaient encadrés par le RSMA. François Hollande a d'ailleurs déclaré, je cite, « Cette réussite, l'outre-mer l'a démontré, nous allons l'appliquer en métropole ». Nous sommes mardi, le jour des seniors à l'Atrium. Aujourd'hui, la conférence portait sur les troubles de l'équilibre. Grâce à l'intervention de spécialistes de la gériatrie, les personnes âgées ont pu mieux appréhender ces troubles qui peuvent les affecter au quotidien. L'occasion aussi d'apporter des réponses à cette problématique en éclaircissant des points comme l'adaptation des logements pour éviter les chutes ou les aides pour la prise en charge de ces pathologies. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Louis Sabas. J'ai des vertiges positionnels de temps en temps, je suis hyper tendue, donc je suis à la retraite. J'ai dit que je viens pour me renseigner auprès de ces médecins qui sont là à poser des questions. C'est un thème très enrichissant avec des indices pour nous éviter, de prévenir, d'éviter même les chutes dans la vie de tous les jours. La réponse pour une personne âgée, mais d'ailleurs ça pourrait être valable pour une personne jeune, c'est déjà de faire un diagnostic d'un risque éventuel de chute. Évidemment, le danger ultime de cette chute, qui a comme souvent comme conséquence une fracture du col du fémur, eh bien, dans la moyenne nationale, on sait qu'une personne sur 2 ayant une fracture du col du fémur décède dans l'année. Donc c'est suffisamment grave
pour permettre à des personnes, des fois, qui n'avaient aucun problème de dépendance, de se retrouver sur une simple facture avec une dépendance qui fait que, manifestement, sa vie change totalement. Le mardi soir, ATV se met à l'heure de la politique. Ce soir, Kathleen Villas-Copette, Eddy Marajo et Mike Irask reçoivent Claude Lise sur le plateau de Regard sur l'actu politique. Des interviews sans détour, dont voici un extrait. Claude Lise, vous renvoyez l'image d'un homme au-dessus de la mêlée, mais quand il faut verser dans le cancan, vous savez y faire. Revenons au grand... Non, je parle d'autre chose complètement. Non. Je veux revenir au grand... le débat politique sur des choses importantes. Claude Lise, je vous pose une autre question. Vous savez, je fais référence au Grand Assemblée d'hier. Oui, et alors? Où, à la tribune, vous avez semé le doute sur la transparence du scrutin à Saint-Pierre. Vous avez même parlé de téléphones portables et de tablettes distribuées aux électeurs. Mais il y a des tas de témoins de cela. Donc, vous avez des preuves et vous allez saisir le tribunal administratif ou vous dites juste ça pour semer le trouble et parce que vous digérez mal la défaite? Mais c'est pas que je digère mal la défaite, mais ça se dit en grand, des tas de gens l'ont constaté, il n'y a pas que ça. J'ai même dit hier qu'il n'y avait pas que ça. Christian Raffa dément formellement dans une tribune paru ce matin. Mais évidemment, est-ce que ce n'est pas une attitude de mauvais perdant? Mais non. Vous savez, vous sinon, avez des preuves, donc vous allez déposer un recours. Est-ce que vous m'avez entendu, lorsque j'ai perdu des élections, ça m'est quand même arrivé dans ma vie politique, est-ce que vous avez un seul témoignage de Claude Lise le lendemain d'une élection, comme beaucoup d'autres, venir dire où c'est les gens qui ou c'est les miens qui n'ont pas fait, ou c'est les autres, etc. J'étais témoin d'un certain nombre de choses à Saint-Pierre, parce qu'au deuxième tour, lorsque j'ai su ce qui s'était passé au premier tour, des tas de gens qui n'ont pas pu voter sous des prétextes absolument farfelus, des procurations qui ont été rejetées. Pourquoi vous ne saisissez pas le tribunal administratif comme l'équipe l'avait fait pour le premier Il y a eu discussion chez les militants, c'est pas à moi de faire ça. Je suis pas. Attendez, on fait comme si c'était moi qui étais le candidat. C'est quand même extraordinaire. J'ai même entendu des gens dire que je ne suis plus dans la course parce que j'ai perdu. C'était moi le candidat à Saint-Pierre. C'est à moi de poursuivre. Et ça se poursuivra justement tout à l'heure à 20h, juste après la tranche info. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence avec cette intervention policière. Tôt ce matin, à Fort-de-France, 3 personnes ont été interpellées pour trafic de stupéfiants au quartier Route de la Folie, une zone sous haute surveillance pour les membres de la sûreté départementale, comme nous l'explique Céline Chalonneau. C'est dans cette cité, Route de la Folie, que les forces de l'ordre se sont déployées entre 6h et 7h ce matin. Plusieurs fourgons de gendarmes, des chiens renifleurs. L'intervention a été ordonnée par un juge d'instruction dans le cadre d'une enquête sur un réseau de trafic de stupéfiants. 3 personnes, 2 hommes, semble-t-il d'origine étrangère, et une Martiniquaise ont été interpellées et placées en garde à vue. C'est le train de vie des prévenus, sans justification claire de ressources, qui aurait entre autres motivé la perquisition. Sur place, les autorités auraient découvert de la drogue, de l'argent liquide et des armes. Ce n'est pas la première opération du genre de ce quartier Foyalais dit sensible, théâtre régulier de faits de délinquance. À Schellcher, une fresque de Claude Coquille et Michael Caruge a été littéralement dégradée dans le cadre du programme Art dans la ville, déployé sur l'ensemble de la commune. Les 2 artistes avaient peint cette magnifique immense scène créole sur un mur. Les graffitis à la bombe peints en jaune par-dessus visent clairement la liberté de création selon la municipalité. Elle entend d'ailleurs porter plainte en soutien aux 2 peintres. Et selon certaines sources, il pourrait s'agir de la signature d'un graffeur bien connu dans le milieu de l'art urbain. Affaire à suivre. Donc, on reste à Schellcher. La ville accueille depuis hier un colloque sur le foncier en Martinique. 2 temps forts sont annoncés. D'un côté, les questions juridiques et de l'autre, une réflexion sur la question foncière en Martinique avec bien sûr toutes les spécificités de notre territoire. L'ensemble des Martiniquais est invité à y participer demain au Palais des Congrès de Madiana. Écoutez les précisions du président de l'établissement public foncier local en Martinique. Il répond à Marie Tricot et Luis Sabas. C'est vrai que nous disposons aujourd'hui en Martinique d'un PPR, c'est-à-dire d'un plan de prévention des risques majeurs, qui est une contrainte particulière, qui fait que pratiquement
plus de la moitié du territoire n'est pas tellement constructible. Nous avons des contraintes d'autres natures à partir des outils tels que le SAR, le schéma d'aménagement régional, tels que le PLU, le plan local d'urbanisme, tels que le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, autant d'outils qui conditionnent et qui entraînent une maîtrise du foncier. Aujourd'hui, il n'est pas question pour nous aujourd'hui de construire n'importe comment. Il est question pour nous, au contraire, d'éviter l'étalement urbain tel que c'était le cas jusqu'il y a quelques années, pour au contraire favoriser les opérations d'encrose à l'intérieur des bourgs et favoriser cela. Et l'établissement public foncier local est un excellent outil, une excellente institution permettant d'aider les communes à réaliser justement leurs besoins dans ce domaine-là. Attention aux coupures d'eau demain à Saint-Joseph de 8h à 15h. Les quartiers Belle Étoile, Les Hameaux, Choco et Allée Choco ainsi que Boisneuf seront privés d'alimentation en eau potable à cause de travaux sur le réseau. Pas d'eau non plus à Fort-de-France de 8h à midi sur l'avenue Pasteur, à l'hôpital Clarac à Fond-d'Or, à Redoute, à Crozanville, rue du Général Mangin et route du Pavé en cause le nettoyage des réservoirs Clarac 1 et 2. Attention maintenant aux coupures d'électricité. Demain, les quartiers Lajus, Godino, Le Coin, Gros-Coulirou, lotissement Gros-Coulirou, Longvilliers et Valentin au Carbet seront privés de courant de 8h à 10h30. Et puis au Morne-Vert, ce sont les quartiers Lacroix, Godino et immeuble Loupec qui seront impactés de 8h30 à 10h30. Enfin, le quartier Fontmoulin à Bellefontaine sera également concerné de 10h à 13h. On termine notre tour des infos pratiques avec, comme chaque jour, le rendez-vous de l'établissement français du sang. Demain, le camion de prélèvement sera stationné sur le parking de la Galéria de 9h à 14h. Vous pouvez aussi vous rendre à la Maison du Don à la Ménard de 9h à 16h. On termine ce journal avec une rencontre artistique. Robert, il est un homme qui joue avec le verre, un créateur de personnages imaginaires qui pourrait se briser en une chute, un univers fragile donc et féerique, haut en couleurs, que Robert Manscour espère pouvoir étendre au-delà de notre île. Hubert Bornil et Michelet François sont allés à sa rencontre au quartier Bassignac. Regardez. Cela faisait très longtemps qu'on ne s'était rencontrés, mais c'est toujours un plaisir de discuter, d'échanger avec Robert Manscour, l'artiste qui travaille le verre, une technique assez particulière. C'est véritablement un homme de talent. On visite un peu son atelier. Robert Manscour n'est plus à présenter, il est d'ailleurs très connu outre-Atlantique. Son travail peut être identifié à la manière d'un sculpteur utilisant le verre comme matériau, pourtant il est loin d'être un verrier. Au départ, pour moi ça a été une rencontre avec cette matière et donc j'ai développé toute une technicité pour sublimer le verre. Dans sa pratique habituelle, tout commence par un dessin provenant lui-même d'une inspiration. C'est ce dessin qui servira de fil conducteur à l'artiste. Dans ces cas-là, il peut s'exprimer. Parfois, cela peut prendre plusieurs jours. Là, c'est une première tendance, la première pièce. Donc, je ne l'ai même pas fixée, hein, puisque elle est comme ça. Donc, normalement, ça devrait être créé avec le socle thermocollé. Et ce qui m'intéresse, en fait, ce sont les effets de matière dans le verre. Quelqu'un a dit que Robert Manscour est un forgeron du verre. À partir du feu, il donne naissance à de curieux personnages, parfois troublants du reste. Ça s'appelle du kiln walking. Donc kiln walking, c'est travail du verre au four. Donc là, vous avez tout un mélange en fait de techniques qui sont du thermoformage, qui consiste à donner une forme au verre à haute température. Ici, la pièce ici, elle a été thermoformée. Donc vous avez ensuite du thermocollage, donc tous les éléments qui sont sur le verre ont été collés à chaud aux environs de 780 degrés. Vous avez des effets de matière, que ce soit entre deux plaques de verre, l'introduction d'éléments. Ici, vous avez donc des feuilles de métallique, que ce soit de l'argent, du cuivre, de l'aluminium. En tant qu'artisan d'art, il est important que l'artisanat d'art se développe. C'est l'image en fait, du pays, c'est un partage aussi, que les gens soient aussi fiers, les Martiniquais ou les Antillais soient fiers de ce qui se passe sur leur territoire.
Robert Manscou, on le retrouvera très prochainement en Guadeloupe pour la refaire. Ce sera au mois de juin prochain. Quant à moi, je vous laisse avec un cœur Michel. Non, merci beaucoup. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Antche Pays. À tout de suite.